Les 12 travaux d'Hercule. Chapitre 1. Un coup de folie. Les dieux et les déesses admirent le jeune Alcide, sa beauté et son courage. Tous, sauf la déesse Héra. Elle le déteste car il est le fils caché du dieu Zeus, son mari. Héra en a assez de son époux volage qui l'aime, mais aime aussi d'autres femmes ou déesses. Elle en a assez de voir Alcide vivre heureux en son palais, alors un jour, elle le frappe de folie. « Alcide, prends ton arc, tes flèches, et tue tes enfants, » lui ordonne-t-elle. Malheur, il obéit. Quand il retrouve ses esprits, il est écrasé de honte et de chagrin. Il s'enfuit, il court au temple de Delphes, une ville à quelques jours de marche. Il veut demander conseil au dieu Apollon. Pour cela, il doit s'adresser à la grande prêtresse qui transmet les paroles du dieu. « Je t'attendais, Héraclès, dit-elle. Mon nom est Alcide. Désormais, tu t'appelles Héraclès. Sais-tu que tuer ses enfants est le plus grand des crimes? Pour obtenir ton pardon, va chez le roi Eurysthée et obéis-lui. Telle est la volonté des dieux et des déesses. » Héraclès baisse la tête. Sa honte et son chagrin redoublent. Il pleure. Le roi Eurysthée reçoit sèchement son cousin Héraclès. Il a peur de lui et n'a qu'une envie, l'éloigner de son royaume. « Apporte-moi la peau de l'invincible lion de Némée, lui dit-il. Ce sera ton premier travail. » Sitôt arrivé à Némée, Héraclès repère l'énorme lion. Il bande son arc et tire. Il voit ses flèches glisser sur l'animal à la peau dure, une peau impossible à transpercer. Alors il a l'idée de tailler une massue dans un tronc d'olivier. Il retrouve le monstre somnolent dans sa grotte. Il avance vers lui, le menace de sa massue, l'attrape, lui serre la gorge et l'étouffe. Le lion de Némée est mort. Ceci fait, Héraclès ouvre le ventre de la bête. Il ôte les entrailles à main nue. Il nettoie cette peau qu'aucune arme ne peut percer et la met sur son dos, comme une cape cuirasse. Puis il retourne chez son cousin, en sa belle ville de Mycène, au sud de la Grèce. « Tu as échappé au lion ?» s'affole Eurysthée. Terrifié, le roi se cache dans la jarre de bronze placée à la porte de sa ville. C'est son refuge en cas de grand danger. « Repars tout de suite, Héraclès, et tue l'hydre de Lerne. »« L'hydre ? Le serpent géant à 9 têtes ? Exactement, ce sera ton deuxième travail. » Chapitre 2. L'hydre, le sanglier et la biche. Héraclès roule à vive allure sur le char conduit par son neveu Iolaos. « Ralentis, voilà les marais de Lerne, dit-il enfin. Ne crains rien, mon petit, je sais comment tuer ce monstre. » N'écoutant que son courage, Héraclès lance des flèches enflammées sur l'hydre. Il frappe les horribles têtes avec sa massue, les coupe. Hélas, une nouvelle tête surgit à chaque fois. Il coupe encore. « Nous n'y arriverons jamais, » gémit Iolaos. « Enflamme une branche et brûle la plaie pour empêcher la tête de repousser. » C'est ainsi qu'Héraclès détruit les 9 têtes. Il n'oublie pas d'enterrer celle du milieu qui est immortelle. Puis il coupe en menus morceaux le corps du monstre avant de retourner chez son cousin, très content de lui. « L'hydre est morte, » annonce Héraclès triomphant. « Fort bien, » reconnaît Eurysthée qui craint de plus en plus le jeune héros. « Maintenant va me chercher le sanglier qui dévaste le mont Érymanthe. Je le veux vivant. » Quand Héraclès arrive à Érymanthe, après un long voyage, c'est l'hiver. Il cherche l'énorme animal et il le trouve. Il le pourchasse dans la neige des jours et des jours. Finalement, il lance sur lui un immense filet, attache ses pattes et le jette ainsi ficelé sur ses épaules. « Mon cousin sera ravi de te voir, » dit Héraclès à la bête. Comme d'habitude, Eurysthée se réfugie dans sa jarre. Il tremble face à ce sanglier qui grommelle sa rage. « Capture la biche de Sérigny, » dit-il à son cousin. « Je la veux vivante, elle aussi. Ce sera ton 4e travail. » Quelques jours de marche suffisent à Héraclès pour atteindre la forêt où vit cette biche plus forte qu'un taureau.
C'est l'une des 5 biches au bois d'or de la déesse de la chasse, Artémis. Il y a très longtemps, Artémis en attela 4 à son char et laissa la 5e en liberté dans la montagne. Blesser cette biche mettrait en colère la puissante déesse, s'inquiète le héros. Je dois faire attention. Héraclès entre dans la forêt. Il avance droit devant lui, revient sur ses pas, s'aventure plus loin, cherche encore. Soudain, il aperçoit la biche. Il court, tente de l'attraper. En vain. Il lui faut une année entière pour capturer la biche au bois d'or. Il la pose avec douceur sur ses épaules et retourne à Mycène. Chapitre 3. 1, 2, 3, 4 travaux de plus. Tuer les oiseaux de Stymphale est le 5e travail d'Héraclès. Ces aigles au bec et aux serres d'airain vivent au bord d'un lac entouré d'arbres touffus. Ils dévorent les récoltes sans rien laisser aux humains. Comment les faire sortir de cette forêt, se demande Héraclès. Prends ces castagnettes, lui chuchote la déesse Athéna. Plus rapide que l'éclair, Héraclès monte sur la colline dominant le lac. Il agite les castagnettes très fort et très longtemps. Clac, 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 clac. Les oiseaux s'envolent alors par dizaines. Héraclès bande son arc, lance ses flèches et les tue. Eurysthée ne félicite pas son cousin pour ce nouvel exploit. Il le trouve trop fier. Alors, pour lui donner une leçon de modestie, il lui ordonne de nettoyer les écuries d'Augias en un seul jour. Des écuries jamais nettoyées. La route est longue jusqu'au royaume d'Augias. Héraclès se dépêche et réfléchit. Il ne veut pas toucher au fumier à main nue. Ce serait indigne d'un héros tel que moi, se dit-il en arrivant chez le roi Augias. Il ne me reste qu'une solution, la ruse. Héraclès étudie les lieux. 2 petits fleuves lui donnent une idée. Il casse les murs des écuries, il déplace de la terre et des cailloux pour détourner les fleuves jusqu'à ce que ceux-ci coulent à l'intérieur des bâtiments. Puis il laisse les eaux rapides emporter au loin toutes les saletés. Ouf! Un jour lui a suffi. Les écuries sont propres. Il retourne à Mycène. Surpris, Eurysthée écoute le récit de ce dernier exploit. « Bon, maintenant voici ton 7e travail. Apporte-moi vivant le taureau de Crète dont on parle tant. Je vous attends. » Quel voyage! Héraclès gagne l'île de Crète à bord d'un bateau. Sitôt arrivé, il se promène de ci, de là, à la recherche du taureau magnifique. Le héros dort à peine, toujours à la belle étoile, et reprend sa quête dès l'aube. Enfin, un matin, il aperçoit le taureau. Le voilà. Il pâlit, terrifié par la force de l'animal, mais il passe à l'attaque. Il le saisit par les cornes et se retrouve à terre. Il repart à l'assaut, évite les coups de sabot et le feu qui sort des naseaux du monstre. Finalement, il le maîtrise à main nue. Il le calme par des caresses et de douces paroles. Puis il rentre en Grèce à la nage, à califourchon sur le dos de la bête. Quand Eurysthée voit Héraclès et le taureau doux comme un petit chien, il n'en croit pas ses yeux. « Toi qui fais le fier, va me chercher les 4 juments du roi Diomède, » lui dit-il. Ce 8e travail est très dangereux, car ces juments sont des mangeuses d'hommes, redoutables quand elles ont faim, calmes après un bon repas. Pourtant, Héraclès part seul, à pied, vers le nord. S'il a peur, il le cache bien. Il commence par saluer le roi Diomède en son palais. « Mes juments vont avaler tout cru, » ricane le méchant roi, « et ne compte pas sur mon aide. » Héraclès saisit alors Diomède. Il l'entraîne dans les écuries et laisse les juments dévorer le roi. Après un tel régal, les bêtes acceptent gentiment d'être emmenées à Mycène. Héraclès marche doucement. La fatigue, la solitude et l'angoisse sont ses compagnes de voyage depuis tant d'années. Quand obtiendra-t-il le pardon des dieux et des déesses pour son crime? Il l'ignore. Chapitre 4. Une ceinture et des bœufs. Le 9e travail qu'Eurysthée donne à Héraclès semble simple, mais il ne l'est pas. Eurysthée
veut la ceinture d'Hippolytée, la reine des Amazones. Il sait que ce peuple de femmes, excellant à la chasse comme à la guerre, fait trembler les meilleurs guerriers. Héraclès vogue vers le lointain pays des Amazones. Il entre dans le port. Il descend à terre, laissant son navire à la garde de ses compagnons. Il cherche la reine, la trouve, et lui explique le but de sa visite. « Je t'offre volontiers ma ceinture, » dit Hippolytée en riant. « Mais quels sont ces cris ?»« Mes amis, venez vite! Des étrangers essaient d'enlever notre reine !» hurle une belle Amazone sur le port. Personne ne la reconnaît, mais c'est la déesse Héra déguisée en Amazone. Héra qui déteste toujours Héraclès et espère sa mort. Les femmes prennent aussitôt les armes, enfourchent leurs chevaux et attaquent les compagnons d'Héraclès. Quelle bataille! J'ai été trahi, pense le héros. Cette reine me fait des sourires et en même temps, elle agresse mon équipage. Aussi sec, il tue Hippolytée d'un coup d'épée, lui arrache sa ceinture, massacre de nombreuses Amazones et repart pour Mycène. Pour une fois, Eurysthée espère le retour d'Héraclès. Il n'a rien à craindre d'une ceinture et se réjouit de l'offrir à sa fille. « Capturer les bœufs de Gérion sera ton 10e travail, lui dit-il. Tu les trouveras sur l'île d'Érythie, à l'ouest du grand océan. » Héraclès obéit. Il traverse la mer du Sud et le désert d'Afrique sous une chaleur terrible. Il n'en peut plus. Il se sent perdu dans un paysage hostile. « Tu me brûles, Hélios, terrible dieu soleil, crie-t-il. Arrête ou prends garde à mes flèches. Non, ne tire pas, tu me blesserais, répond le dieu. D'accord, mais à une condition, propose Héraclès. Prête-moi ta coupe d'or pour traverser l'océan. Le dieu soleil accepte, et bientôt Héraclès embarque sur cette coupe magnifique. Arrivé sur l'île, il assomme le berger, son chien et Gérion le géant à 3 têtes venu à leur secours. Puis il force les bœufs à monter sur la coupe d'or. Il retraverse l'océan et rejoint l'Europe. Sur la route de Mycène, il est attaqué par des voleurs de bétail. Il en tue beaucoup quand... « Misère, je n'ai plus de flèches, soupire-t-il. Ô Zeus, mon père, aide-moi. » Le grand dieu l'entend et fait tomber du ciel une pluie de pierres. Aussitôt, Héraclès les lance sur les voleurs qui s'enfuient. Tout content, il poursuit son chemin. Hélas, Héra n'a pas oublié Héraclès. Elle le surveille, et soudain envoie des dizaines de taons sur son troupeau. Les taons attaquent les bœufs qui s'éparpillent pour échapper à leurs piqûres et s'en vont. Alors Héraclès poursuit sa route vers Mycène avec les quelques bœufs qu'il parvient à regrouper. Chapitre 5. Cerbère, le chien des enfers. Eurysthée confie alors à son cousin un 11e travail. Il veut voir Cerbère, le terrible chien qui garde les enfers. Héraclès frissonne. Il redoute les enfers, où règne l'effroyable dieu Hadès, mais il doit obéir. Arrivé sous terre, il avance jusqu'au Styx, le fleuve aux eaux noires qui entoure les enfers. Tout à coup, il entend des aboiements furieux. Cerbère est là, avec ses 3 têtes de chien, sa queue de reptile et son dos hérissé de serpents. « Avec moi! Les morts ne sortent pas d'ici, et les vivants n'y entrent pas !» aboie-t-il furieusement. Pourtant, l'astucieux Héraclès parvient à passer. Il se faufile entre les ombres des morts. Il longe les remparts du Tartare où sont enfermés ceux qui ont mal agi sur terre. Il passe près des Champs-Élysées, où habitent ceux qui ont été bons. Enfin, il rencontre Hadès. « Je t'autorise à emmener Cerbère, accepte le dieu, à une condition. » « Laquelle ? Tu dois le vaincre sans armes. » Héraclès le lui promet. Puis il revient vers Cerbère qui gronde, montre les crocs de ses 3 gueules et fait siffler ses têtes de serpent. Il approche de lui sans faiblir. Il saisit son cou entre ses mains. Mais le monstre se défend, agite sa queue au dard de scorpion, pique le héros encore et encore. Héraclès ne lâche pas prise, jusqu'à ce que la bête, évanouie, tombe à terre. Alors il la prend dans ses bras et regagne le monde des vivants.
L'air frais ranime Cerbère, qui obéit à Héraclès sans discuter. « Cousin, reconduis ce monstre aux enfers et reviens !» crie Eurysthée depuis sa jarre. Chapitre 6. Les pommes d'or. Héraclès raccompagne donc Cerbère aux enfers et retourne à Mycène. « Va me cueillir 3 pommes d'or dans le jardin des Hespérides, et dépêche-toi, lui ordonne Eurysthée. Ce sera ton 12e travail. » Héraclès ignore où se trouve ce jardin. Il sait seulement qu'il est gardé par des nymphes et un dragon à 100 têtes. « Qui cherche, trouve !» se dit-il pour s'encourager. Il marche vers le nord, descend vers le sud, traverse la mer, se retrouve en Afrique, passe en Asie. Il se perd, revient sur ses pas, fonce vers le grand océan. Héraclès arrive enfin devant le jardin des Hespérides. Tout près de là, le géant Atlas porte le ciel sur ses épaules. « Si je te soulage de ton fardeau, me cueilleras-tu 3 pommes d'or ?»« Bien volontiers, ce sera facile pour moi, » répond le géant. Sitôt dit, sitôt fait. Mais comme Atlas n'a pas envie de reprendre le ciel sur ses épaules, il propose à Héraclès d'aller à Mycène à sa place. « Bien sûr, » accepte Héraclès le rusé. « Peux-tu m'aider un instant ?»« Pourquoi faire ?» se méfie Atlas. « Juste le temps de glisser un coussin sur mes épaules. » Le brave géant reprend le ciel sur ses épaules. Héraclès saisit alors les pommes d'or posées sur le sol et s'enfuit. Héraclès est à la fois fier de son dernier exploit et épuisé. 12 travaux en 12 ans, que va encore me demander Eurysthée, s'inquiète-t-il. Mais une bonne surprise l'attend à Mycène. « Mon cousin, ta punition est suffisante, » déclare le roi. « Les dieux et les déesses sont satisfaits, tu as expié ton crime. Maintenant, rentre chez toi. » Ce jour-là, une nouvelle vie commence pour Héraclès. Elle sera longue et belle, parsemée de petits soucis, de grands bonheurs et de nombreux exploits.